C'est un plaisir de pouvoir, partager, mon métier depuis, un peu plus de 17 ans. J'ai juste, profité de l'occasion pour me présenter rapidement. Donc, comme je le disais, ça fait 17 ans que je travaille maintenant dans la gestion des déchets. Donc avec un passage pendant une dizaine d'années, sur la question du traitement des eaux et des gaz qui sont produits dans les, décharges, sur le territoire français, puis, plusieurs années au sein d'éco-organismes. Donc je vous expliquerai, dans la suite, de ce moment d'échange, en fait, ce que sont les éco-organismes. Et depuis donc, un peu plus de 2 ans, donc, j'ai la chance d'être consultante, indépendante, sur la gestion des déchets et de l'économie circulaire, donc en continuant à travailler avec, les éco-organismes, les collectivités locales dans l'amélioration de leurs performances de collecte et de recyclage et également les entreprises. Donc, je vais, vous partager mon écran, mais bien évidemment, ça ne marche plus. Alors je ne t'entends pas Mathilde. Ch Tu es bien co-animatrice, donc normalement tu Ouais, devrais pouvoir. ça va se relancer. Ouais. Alors, hop, et voilà. Donc l'idée, ce soir, en fait, c'est de vous présenter de façon, globale, et largement simplifier ce qu'est la gestion des déchets en France, aujourd'hui. Donc ce que je vous propose, en fait, c'est de débuter par un panorama historique. Est-ce que le recyclage et la collecte des déchets, c'est une histoire récente, ou pas en France? Ensuite, de vous faire un panorama un peu de la production des déchets, dans le monde, en Europe et en France, pour que vous puissiez avoir quelques chiffres en tête, et des ordres de comparaison en fait, sur, la production des déchets. On verra, les disparités qui existent entre les différents pays. J'aborde également la question des déchets sauvages en fait, on en entend de plus en plus, parler. C'est une question extrêmement prégnante aujourd'hui dans la gestion des déchets, donc on abordera, ce point-là. Et ensuite on rentrera un peu dans le cœur, de ce moment d'échange de ce soir, qui est la gestion des déchets, des ménages, sur le territoire. Comment ça se passe? Quels sont, l'ensemble des organisations, des acteurs, les moyens techniques, qui sont, mis en œuvre, hein, les moyens de communication, également. Et enfin, on terminera par, les perspectives, donc avec, cette notion d'économie circulaire, qui est très prégnante, depuis, plus d'une dizaine, d'années et qui monte encore en puissance. Et de voir comment en fait, tout un chacun, les citoyens peuvent s'impliquer, pour, faire en sorte que ce sujet soit, pris en compte et dont la gestion soit améliorée au fur et à mesure. Je vais juste me permettre, de couper ma caméra pour garder un petit peu de bande passante, mais je suis toujours là. Alors, donc, l'histoire des déchets pour débuter, en fait, juste donc un panorama rapide, hein, les premières toilettes publiques ont été, créées par les Grecs, donc, on voit que, la question de la salubrité publique, est une question, qui a été, prise en main depuis de longs siècles, maintenant. Ça a été ensuite, déployé par, les Romains. Il y avait une gestion déjà différenciée des déchets avec une réutilisation, d'une partie de ces déchets par les paysans pour amender les sols. Ensuite au Moyen Âge, avec la densification des villes, l'augmentation de la population, certaines villes telles que Paris, par exemple, se voyaient un peu, crouler sous les déchets. Donc, par exemple, le roi Philippe Auguste a essayé à un moment donné, donc a ordonné plutôt, le pavement des rues de Paris, a fait lancé la création de canaux de nettoyage, enfin a essayé de faire en sorte que la gestion des déchets sous l'angle de la salubrité soit pris en main. Il y avait des trous en fait
fait, des puits qui étaient, créés, qui, étaient des lieux en fait de dépose des déchets, mais ça a pris du temps avant, réellement de prendre corps. À la Renaissance encore, il y avait de nombreux problèmes de gestion des déchets. On continuait à utiliser, ces boues dont je vous parlais, au tout début, qui permettent d'amender, les sols. Ça peut rejoindre aussi la question, Mathilde, que vous posez autour de l'artificialisation des sols et derrière comment on peut, se réapproprier, le milieu naturel, de façon plus, raisonnée et raisonnable. Mmh. Et ensuite, en fait, pour avancer un petit peu, donc les premiers systèmes, d'égouts, les réseaux d'eau potable et la poubelle, sont apparus à la fin du 19e siècle, donc sous l'impulsion du préfet Eugène, Poubelle, qui à la fois a créé le tout à l'égout avec l'obligation pour les maisons de se raccorder à ce dispositif, mais également a, imposé, la création de contenants, en fait, donc les premières poubelles, où les habitants de la ville de Paris devaient déposer, alors d'un côté, tout ce qui était matière putrescible, donc tout ce qui va se décomposer. De l'autre côté, on avait tout ce qui était verre et on avait les papiers et les cartons. Donc on voit que les premiers dispositifs de recyclage, finalement, sont apparus au 19e siècle. C'est aussi le moment de la révolution industrielle, hein, qui a vu la progression des moyens de production et donc derrière des moyens de consommation, avec une augmentation également forte de la population. Donc derrière, il a fallu prendre en main le sujet des déchets. Cependant, la généralisation des dispositifs de collecte des déchets n'auront lieu qu'après la Seconde Guerre mondiale. Hem et c'est réellement à partir, des années, 70 où il va y avoir un renforcement de la réglementation, qui va être mis en place, notamment avec la loi du 15 juillet 1975, qui a mis en place, en fait, le principe du pollueur-payeur, hein. C'est-à-dire que celui, qui produit des déchets doit participer financièrement, à sa collecte, à son traitement et derrière donc, à l'ensemble de sa gestion. Cette loi a également, défini que les collectivités, locales étaient en charge de la gestion des déchets. C'est vraiment une loi, fondatrice en fait, aujourd'hui, du, socle réglementaire en fait, sur lequel on s'appuie pour la gestion des déchets. Ensuite, en 1992, il y a eu la loi Royale, hein, où là, on a eu, des précisions, en fait, avec la création notamment de la notion de déchet ultime, pour, tout ce qui est mise en décharge. Globalement, cette loi, spécifiait que, pour envoyer des déchets en décharge, il fallait, qu'il y ait un caractère ultime, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'autre moyen techniquement et économiquement acceptable, à date, qui permettent de traiter ces déchets. Il y a des premiers objectifs de valorisation, qui ont été mis en place et également, des planifications au niveau départemental de l'ensemble des équipements à mettre en place pour la gestion des déchets et notamment les équipements de traitement. Ensuite, on a la loi Grenelle, 2009, hein, donc le fameux Grenelle de l'environnement, qui a permis en fait, de définir, des taux de recyclage, notamment des emballages. Cette loi a été suivie, dès l'année suivante de la loi Grenelle 2 qui venait renforcer en fait, les exigences en termes de valorisation et de recyclage des déchets. Enfin, en 2015, on a eu la loi de transition énergétique, pour la croissance verte, qui a, là encore, renforcé les objectifs, notamment avec la diminution de la production de déchets, des, objectifs en termes de recyclage de ces déchets et la réduction de la partie envoyée en installation de stockage des déchets non dangereux, plus communément appelés, les décharges. En 2016, on a la loi anti-gaspillage qui oblige, l'ensemble, des centres des hypermarchés en fait, donc de taille de plus de 400 m² à faire reprendre en fait les invendus par des associations et qui interdit en fait la destruction de produits qui sont encore consommables. Donc ce panorama réglementaire pour vous dire qu'en fait on est dans une accélération de la réglementation, un renforcement des objectifs. C'est un sujet de plus en plus prégnant. On a également cette année la loi anti-gaspillage
recyclage et économie circulaire qui a été, votée en février. Il y a à peu près, je crois qu'il y a plus de 130 décrets qui sont en train d'être, passés au fur et à mesure, des décrets d'application en fait, de cette loi. Je vous détaillerai un petit peu plus plutôt en fin de présentation, ce qu'elle contient, mais c'est une loi extrêmement, importante, qui vise, à toujours, améliorer en fait, la gestion des déchets en France, à intégrer le principe de l'économie, circulaire, et à faire en sorte qu'on ait, à la fois du réemploi, de la réutilisation, du recyclage. Je vais vous expliquer, tous ces termes un peu plus tard. Mais je vous parle de réglementation autour des déchets, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'un déchet? Alors réglementairement, c'est tout résidu, d'un processus de production, pardon, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l'abandon. Donc ça, c'est le code de l'environnement. Concrètement, ça signifie qu'aujourd'hui, en fait, on a 3 types de déchets. On a ce qu'on appelle les déchets dangereux, qui sont, identifiés à travers, 15, propriétés en fait, telles que la toxicité, la dangerosité pour l'environnement, l'inflammabilité, et donc il y a toute une réglementation très spécifique, une traçabilité très spécifique de ces déchets dangereux, qui est aujourd'hui, constituée. On a les déchets non dangereux, donc là globalement ça va être, votre poubelle, verte ou grise, ça va être tous les déchets, recyclables. Et enfin, on a les déchets non dangereux, les inertes. Donc là, globalement, ce sont des déchets qui ne se décomposent pas, ni au contact d'autres déchets, ni dans le temps. Et ce sont principalement des déchets du bâtiment ou des travaux publics. Donc ça, c'était la petite, partie, historique et réglementaire qui permet un peu de poser le cadre. Ensuite, en termes de production des déchets, de quoi on parle? Là, je vous ai mis 2 cartes, donc la 1re qui est une carte mondiale qui vous permet d'identifier en fait, pays par pays, la production, de déchets municipaux. Donc les déchets municipaux, alors je suis désolée, la la gestion des déchets, c'est plein de terminologies différentes. Je vais vous présenter pas mal de chiffres, par la suite. Alors, vous verrez des différences, parce qu'en fait, il y a des socles de calcul qui peuvent, varier, parfois, d'une slide à une autre. Mais là, l'important, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est surtout la disparité, en fait, en termes de production par habitant et par jour, des déchets. On voit donc bien la différence entre, les pays dits développés, les pays en voie de développement, où potentiellement, donc on n'a pas les mêmes niveaux de vie, on n'a pas les mêmes modes de consommation et donc on ne va pas produire, de déchets de la même manière. Ensuite, je vous ai mis la carte européenne, là aussi, pour que vous voyez un peu la disparité, toujours sur la production des déchets. Donc là, c'est en kilogrammes par an, où on voit qu'on a les pays nordiques, en fait, qui sont des forts producteurs. Alors après, ils sont aussi également très bons sur tout ce qui est valorisation et recyclage. La France est plutôt dans la moyenne, et ensuite les pays, plutôt de l'Europe, de l'Est qui sont, actuellement moins producteurs de déchets. Alors la question des déchets, pourquoi elle est prégnante, pourquoi elle est si importante, aujourd'hui? C'est parce que alors en termes de déchets municipaux, on est à peu près à 2 milliards de tonnes qui sont produites, par an. Principalement donc en Chine, en Inde et aux États-Unis, du fait de la taille en fait, de ces pays, de leur population, associée, heu, avec, quoi, en majorité donc ça représente des déchets alimentaires. On a 17 de papier également, et globalement, sur cette masse, 19 seulement sont recyclés ou, compostés. Donc c'est une part, mondialement qui est assez, faible, hein, et cela peut engendrer à la fois des problèmes de salubrité, hein, pour la population, mais également d'impact important sur, l'environnement. Donc la pollution des sols et la pollution des eaux, également. Je vous parlerai un petit peu plus tard des déchets sauvages et notamment des déchets plastiques, dans les océans et on verra que le sujet effectivement est inquiétant.
Je vous ai également mis un graphique qui montre, les perspectives, d'évolution en fait à 2050, de la production des déchets par grande cartographie, mondiale. Ce qu'on peut constater, sans rentrer dans les chiffres, c'est qu'il y aura de fortes augmentations, au niveau de l'Afrique subsaharienne, mais également de, l'Asie du Sud, donc avec, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh et une production toujours, assez conséquente sur, l'Asie orientale et Pacifique, donc globalement la Chine, la Corée, l'Indonésie. Si je passe rapidement donc au niveau de l'Europe, là, on est à 2,5 milliards de déchets, produits, donc on est là sur, l'année 2016, je crois. Mmh. Heu, donc 2,5 milliards qui comportent tous les types de déchets, c'est-à-dire, les déchets produits par les ménages, mais aussi par les activités, économiques, hein. Donc, par rapport à la slide précédente D'accord. où je vous parlais de 2 000 000 dans le monde, les 2 000 000 dans le monde étaient uniquement sur les ménages. Là, sur ce focus sur l'Europe, on est sur, tout type, de déchets, donc, ménages et activités économiques. Alors la France, en termes de production, est légèrement au-dessus de la moyenne, européenne, et également dans la moyenne en termes de valorisation, on est à 44 les pays, qui performent le plus aujourd'hui sont des pays comme, l'Allemagne, ou l'Autriche, et ceux qui sous-performent sont plutôt les pays de l'Europe de l'Est. Alors tout ça s'explique en fait par des disparités en termes de moyens mis en place sur les territoires pour, la collecte et la valorisation et le recyclage, des déchets, mais également les moyens incitatifs, par exemple, tout ce qui porte sur la fiscalité autour des déchets. Par exemple, en France, on a, ce qu'on appelle la taxe, sur les activités, polluantes, la TGAP, qui augmente, d'année en année, de façon très importante sur les installations de stockage, et de façon un peu plus mesurée sur tout ce qui est incinération. Mais ce sont des moyens incitatifs en fait, pour, favoriser en fait le recyclage et la valorisation sur les territoires. Donc globalement aujourd'hui en Europe, on est à peu près à 48 de déchets, recyclés, 46 de déchets non recyclés et 6 de déchets, valorisés énergétiquement, parlant. Alors, pour la France, aujourd'hui, pour, la production de l'ensemble, de nos biens de consommation, en 2018, on mobilisait 787 millions de tonnes. Alors, principalement des matériaux de construction, mais également des produits pour l'agriculture et des combustibles, fossiles. Sur ces 787 millions de tonnes, on peut le mettre en parallèle avec la production de 326 millions de tonnes, de déchets. Donc ce sont principalement, comme vous le voyez sur ce graphique, des, déchets issus de la construction, qui aujourd'hui, sont valorisés à peu près 80 avec, par exemple, la production de granulats pour la construction, mais également tout ce qui est remblaiement de carrières, ce genre de choses et il y a une filière à responsabilité élargie qui devrait, se mettre en place, sur, ce type de déchets, prochainement. On a ensuite, à peu près 68 millions de tonnes qui sont produits par, les, déchets d'activité économique, hein, donc c'est l'industrie, c'est le commerce. Aujourd'hui, on considère que 93 de ces déchets de l'industrie, sont, valorisés, pour la partie, tertiaire, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais en tout cas, sachez que réglementairement, il y a un décret qui s'appelle le décret 5 flux qui a été mis en place et qui, oblige en fait, les, entreprises à, mettre en place, le tri, à la fois donc, des plastiques, des papiers et des cartons, du métal, du verre et du bois. Et ensuite, on voit qu'on a, à peu près 39, millions de tonnes, donc de déchets issus des ménages, des déchetteries, des encombrants, les déchets propres aux collectivités, locales et ce qu'on appelle les assimilés. Les assimilés, en fait, ce sont des déchets qui sont produits par des petites et moyennes entreprises, par exemple, et qui vont être gérés par la collectivité, locale.
Et donc, spécifiquement, c'est ce que je vous disais par rapport aux ménages. Donc, si on prend les ménages et les assimilés, c'est-à-dire tout ce qui rentre dans le champ de compétences d'une collectivité locale qui organise la collecte et le traitement des déchets sur l'ensemble de nos communes, on a une production de 39 millions de tonnes de ces déchets, ce qui représente à peu près 580 kilos par habitant et par an. Alors, une fois qu'on a vu un peu, la masse de déchets que ça représente, on peut aussi, se poser la question de, la gestion des déchets sauvages, en fait et notamment, de ce qu'on appelle le septième continent de plastique. Donc il est estimé alors c'est très difficile d'avoir des estimations qui sont précises, sur, le déversement des plastiques dans les océans. Mais aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 8 millions de tonnes de déchets plastiques, hein, qui sont déversés, et qu'il y aurait à peu près 150 millions de tonnes qui seraient accumulées dans les océans. On sait qu'il y a une partie très majoritaire, en fait, de ces déchets qui est draguée, en fait, par les fleuves et que, c'est majoritairement dans les, pays asiatiques, que se constataient ces dégâts-là. Donc en fait, ces entraînements de déchets et on a une partie on a 2 fleuves, africains, également qui participeraient, grandement, à la pollution des océans. C'est des volumes qui sont extrêmement, importants. Le déchet plastique, va se fragmenter en fait et va devenir de taille de plus en plus, réduite et donc on va avoir des particules de plastique, qui vont être difficilement, collectables, et ça crée en fait, des vortex, de déchets plastiques, notamment je crois que c'est au sud de l'Indonésie ou, proche de l'Australie. J'ai un doute. En France, de quoi on parle? Parce qu'on a aussi la question des déchets sauvages. Alors c'est, principalement en fait, des déchets de construction et de bâtiments, qui ne respectent pas la réglementation, et donc là, on va avoir des déversements, en pleine nature. Donc là, pareil, en tant que citoyen, tout un chacun, quand on fait des travaux chez soi et qu'on fait intervenir des entreprises, il est bon de s'assurer en fait, que derrière, quand il y a des, gravats qui sont collectés, que ces, gravats vont trouver un exutoire de traitement, et de demander en fait, des précisions aux personnes qui interviennent pour la réalisation des travaux, pour s'assurer que c'est bien fait. Heu, on a également tous les dépôts, sauvages qui sont en pied de contenants de collecte, hein. Donc là, sur la gauche, je vous ai mis des bornes d'apport volontaires. Alors les bornes d'apport volontaires sont des contenants, en fait, qui sont disposés dans la rue, on en voit beaucoup à Paris pour le verre, qui sont déployés dans la rue et en fait, les gens doivent déposer, soit les bouteilles en verre, soit, les papiers, soit les emballages, dans ces équipements. Alors généralement, potentiellement plutôt, on peut avoir, des bornes qui sont mis en place dans des endroits un peu isolés et donc si la borne est pleine, les gens vont avoir tendance à déposer en pied de borne, voire même à venir et apporter d'autres déchets qui n'ont rien à faire, là et donc ça, ce sont des coûts de nettoyage, ce sont des coûts de gestion, c'est de la manutention pour les collecteurs, qui ont déjà, un métier, extrêmement, pénible. Juste pour information, le métier de reaper, donc c'est le métier de collecteur des déchets, ceux qui sont à l'arrière des bennes de collecte, est un des métiers les plus, dangereux, en France et même plus mortel en fait que, les activités, liées, au BTP. Donc, pensons à eux et essayons, au quotidien de faire en sorte, que leur travail soit facilité. La problématique, de ces déchets, ces dépôts sauvages, en fait, c'est derrière l'insalubrité que ça entraîne, c'est la pollution des sols, c'est la pollution des eaux, c'est, l'attractivité de certains nuisibles. Donc on va avoir la prolifération de rats, par exemple. C'est le coût que ça entraîne, notamment pour
les, dépôts en pleine nature comme, je vous l'ai indiqué sur la droite, parce que, en fait, il faut arriver à retrouver, qui est à l'origine de cette infraction, pour qu'elle prenne en charge et c'est pas toujours le cas, et donc derrière, c'est la commune, qui va prendre en charge et ça peut assez rapidement, chiffrer, en termes d'impact, budgétaire. Donc, aujourd'hui, sur l'année 2016, il y a 63 000 tonnes, de déchets sauvages, qui ont été, recensés selon, l'association Zero Waste, et l'association des villes pour la propreté urbaine estime, qu'il y a à peu près 700 000 tonnes, en fait, de dépôts sauvages, qui sont, diffusés, sur le territoire français, donc c'est, absolument pas négligeable et ça doit être, pris en compte. Donc il y a des sanctions aujourd'hui qui sont prévues. Il y a un nouveau décret qui est passé qui renforce les pouvoirs du maire, et qui, permettra d'aller jusqu'à des sanctions de 150 000 € pour, ces dépôts sauvages. Donc ça, c'est la partie, un peu négative, on va dire, de l'absence de gestion de déchets ou en tout cas des incivilités qui sont perpétrées par, certaines entreprises, mais aussi certains, citoyens. Là, je vous propose de voir quelle est la gestion des déchets, quelle est l'organisation qui est mise en place par l'ensemble des acteurs, concernés et les acteurs sont nombreux. Alors, dans un premier temps, il y a les producteurs de déchets, donc nous, quand on consomme, derrière, quand on achète, il y a des emballages, il y a des produits qui vont devenir déchets parce qu'on ne les emploie plus, qui sont devenus obsolètes, et qu'on souhaite, s'en débarrasser. Il y a les collectivités, locales, également de par, leur fonctionnement qui produisent des déchets. Il y a les administrations et il y a les acteurs, économiques. Et les entreprises qui sont productrices de produits de consommation qui deviendront, des déchets sont également des acteurs, importants puisqu'elles participent au financement, des filières à responsabilité élargie du producteur, donc les fameuses REP, si vous en avez entendu parler, ou plus communément derrière les éco-organismes, qui ont en charge, la mise en place du recyclage, des déchets sur le territoire pour une grande partie, des déchets. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Les collectivités locales, parce qu'elles ont la compétence, qui leur sont octroyées de, collecte et de traitement des déchets, en termes de services publics. Les entreprises ou les associations, qui sont des opérateurs, de collecte, de traitement, mais également de prévention. Il y a tout un écosystème, en fait, autour de la gestion des déchets, qui s'est créé. Également les régions, en fait, qui planifient, les outils qui sont nécessaires en termes de gestion sur l'ensemble, de leur territoire. Bien évidemment, l'État et l'Union européenne, de par, la réglementation et l'ensemble des législations, qu'ils, votent et qui fixent, derrière les lignes directrices et les objectifs à atteindre. Et bien évidemment, vous, nous, en tant que citoyens, en tant que consommateurs, en tant que propriétaires d'une poubelle, on a tous, des moyens d'action en fait, pour participer à cette, gestion. En termes de composition, là, je vais passer, très rapidement ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, hein. Dans les déchets qui sont gérés par les collectivités locales, on a, plus communément la poubelle grise, ou la poubelle verte en fonction des villes. On a la poubelle pour les déchets dits recyclables, donc globalement les emballages et les papiers, et on a un ensemble d'autres types de déchets qui peuvent être collectés en déchetterie, comme, les encombrants, les meubles dont on ne se, sert plus. On va avoir, tout ce qu'on appelle les déchets électriques, et électroniques, qui peuvent aussi être, déposés dans des points d'apport volontaires spécifiques. Alors par exemple, dans les magasins, où vous achetez de l'électroménager, vous pouvez aussi déposer, vos anciens, équipements qui sont devenus, des déchets. Voilà, et dans le panorama aujourd'hui, donc sur les 39 millions de tonnes, on a à peu près 17 millions de tonnes qui sont de la poubelle grise ou verte. On a 14,5 millions de tonnes, qui sont traitées dans les déchetteries, avec une augmentation toujours plus, croissante des tonnages qui sont récupérés dans ces lieux. Alors, c'est sûr que pour les gens qui participent
ce soir et qui habite à Paris, la déchetterie, c'est pas forcément un lieu, d'accès, facile. C'est pour ça qu'il y a d'autres, dispositifs, qui sont créés. On en reparlera, tout à l'heure. Et donc sur ces 39 millions de tonnes, juste pour vous dire qu'en fait la situation est pas si noire, qu'on l'entend, dans les médias ou au quotidien dans nos conversations, puisqu'on a quand même 76 en fait, de ces, déchets, collectés, qui sont valorisés. Donc valoriser, ça veut dire, là c'est dans son sens, large, ça veut dire recycler, pour à peu près 30. Il y a également un peu plus de 30 qui sont incinérés avec de la production d'énergie. Ça reste de la valorisation. Il y a également de la valorisation organique où là, en fait, le déchet va être traité de telle manière à produire un compost et ce compost va être épandu en fait sur les terres agricoles et venir l'amender pour faciliter son exploitation et il reste encore 22 qui sont envoyés en installation de stockage. C'est quoi Marion, stockage? Alors, pardon, le stockage, en fait, ce sont les décharges. Alors moi, ce que j'appelle les installations de stockage de déchets, non dangereux, mais globalement, ce sont des décharges. D'accord. Merci. Sachant que les décharges aujourd'hui et notamment depuis la loi de 75, mais comme les incinérateurs, hein, sont, très réglementés, donc moi j'ai travaillé sur cette thématique, pendant près de 10 ans et je peux vous assurer que les conditions d'exploitation et de contrôle et de surveillance, sont extrêmement, poussées. Après, on peut toujours, discuter sur l'outil de traitement, en tant que tel. Alors, au niveau des moyens de collecte, donc par exemple, alors les OMR, c'est les ordures ménagères résiduelles, donc c'est votre poubelle grise ou votre poubelle verte. Globalement, comment ça se passe? Vous allez avoir 2 types de dispositifs. Alors globalement, dans les grandes villes, ou les zones semi-urbaines, on va avoir un bac, soit, au sein de notre maison, soit en pied d'immeuble dans lequel on va pouvoir, déposer, notre, sac, poubelle et dans d'autres zones, peut-être un peu plus rurales, on peut avoir aussi des bornes d'apport volontaire. Donc là, ce sont des lieux, en fait, ce sont des contenants un peu plus gros, qui, vont permettre de massifier, les flux et on retrouve ça également en pied d'immeuble où on peut avoir des colonnes qui sont, enterrées et donc vous avez une espèce d'avaloir dans lequel vous allez, déposer vos sacs poubelles. Donc, que ce soit dans le dispositif qu'on appelle porte-à-porte ou que ce soit en apport volontaire, donc derrière, il y a un camion poubelle qui vient les collecter et qui les envoie dans des installations de traitement. Ces installations de traitement, alors ce sont majoritairement des incinérateurs. Aujourd'hui, en France, on a une majorité d'incinérateurs qui valorisent énergétiquement les déchets. Ça veut dire qu'ils produisent soit de l'électricité, soit de la chaleur, soit les deux, à partir de l'énergie qui est dégagée par le four d'incinération, en fait. Et une autre partie de ces déchets qui partent donc en installation de stockage, donc plus communément appelées les décharges. Et donc en termes de composition de ces déchets, on voit qu'il y a une majorité de déchets, dits putrescibles. Ça signifie que ce sont des déchets en fait qui se dégradent biologiquement et qui, potentiellement donc pourraient être compostés par exemple ou méthanisés, pour produire un compost qui viendrait amender les terres agricoles ou produire du biogaz. Donc le biogaz, c'est un gaz qui est produit qui est issu en fait de la fermentation des déchets dans une zone où on contrôle, la part d'oxygène, qui est faible. Et donc ce gaz est chargé en méthane et à partir de ce méthane, on peut, produire, de la chaleur ou de l'électricité. Donc c'est une forme de valorisation, énergétique. On a également encore beaucoup de plastique, de verre, et de métaux, donc à peu près, 23. Une part encore conséquente, de papier carton et de nombreux textiles et textiles, sanitaires. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, dans la composition de votre poubelle, on a énormément d'éléments qui pourraient encore être retirés
et qui pourraient être, valorisés, énergétiquement, organiquement ou qui pourraient être, recyclés. Et donc, il y a encore de nombreux efforts qui peuvent être fournis et on voit que la réglementation, en fait et notamment avec, la loi qui est passée au mois de février dont je vous parlais tout à l'heure, va y avoir des obligations, en fait, d'amélioration. On a également, là je fais un petit focus sur la collecte des emballages, et du verre. Donc on peut avoir les mêmes dispositifs en fait que pour la collecte de la poubelle grise ou la poubelle, verte. C'est-à-dire soit on a un bac dédié, chez soi au pied de son immeuble, soit on a des bornes d'apport volontaire et donc là de la même manière, en fait, il y a un camion de collecte qui va venir, les collecter puis, les envoyer en installation de traitement et globalement, donc ça part dans des centres de tri et ces centres de tri, vont séparer la matière. Je vous détaillerai assez rapidement tout à l'heure le fonctionnement d'un centre de tri et va produire en fait, une matière qui, dans des, unités spécialisées, vont produire en fait de la matière, dite secondaire qui pourra être réutilisée, réincorporée à la place de la matière, ce qu'on appelle vierge, dans les, dispositifs de production en fait, des biens de consommation et donc ça permet d'éviter d'utiliser de la matière, vierge et ça permet de réduire les impacts, environnementaux. C'est une partie de ce qu'on appelle l'économie, circulaire. Et donc aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 50 kilogrammes en fait, d'emballages, légers, qui sont, et de verre qui sont collectés. Dans cette même poubelle, vous pouvez avoir, en mélange, les papiers. Donc ce qu'on a constaté en fait, c'est que, il y avait une grande diversité de ce qu'on appelle les consignes de tri sur les territoires. Et donc, il y a tout un travail d'harmonisation, qui est en cours, pour faciliter le geste de tri à chacun. Parce qu'en fait, pour bien, pratiquer le geste de tri, donc le fait de trier ses emballages, ses papiers, ses déchets électroniques, en fait, il faut comprendre, ce à quoi vous participez. Faut le simplifier, au maximum pour qu'il y ait pas d'interrogation et puis il faut créer de la continuité. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir trier chez soi, il faut pouvoir trier dans la rue, il faut pouvoir trier également sur nos lieux de travail et donc ça, ce sont des travaux, importants qui, ont lieu au sein des éco-organismes, au sein des collectivités locales pour, créer, du sens en fait et assurer cette, continuité du tri. Alors on n'est pas tout à fait au rendez-vous, mais, il y a de nombreux travaux qui sont en cours. En termes de mode de traitement, je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait, il y a ce qu'on appelle la hiérarchie des modes de traitement. Donc qui a été fixée par une directive, européenne et inscrite dans le droit français, qui dit qu'en gros, dans un premier temps, on doit chercher à, prévenir la création du déchet. Donc faire en sorte, que, ce déchet, ne soit pas, produit. Ensuite, qu'on facilite, le réemploi. Donc le réemploi, globalement, bah, c'est, vous réutilisez un contenant que vous avez, chez vous. On n'utilise pas de nouveaux emballages. Quand, le déchet, est créé, bah, c'est de le recycler, donc en valorisation, matière. Donc c'est à la fois le recyclage, donc on produit de la matière, secondaire, mais c'est également, tout ce qui est issu du compostage avec la création de compost. La phase suivante, si on n'a pas le choix, c'est la valorisation énergétique. Donc là, c'est l'envoi dans les incinérateurs qui vont produire de la chaleur et ou de l'électricité. Et enfin, c'est l'élimination. Donc là, c'est tous les incinérateurs, mais il en reste peu, qui ne produisent pas ni d'électricité ni de chaleur. Et ce sont toutes les installations de stockage qu'il y a en France. Donc, il faut que savoir, il y a à peu près 125 incinérateurs sur le territoire et près de 220 installations de stockage. On a à peu près 400 centres de tri qui trient alors pour partie des déchets des ménages et pour l'autre partie des déchets des activités économiques, qui trient toute la partie encombrant, qui trient également les déchets des BTP et on a un peu moins de 700 installations de compostage sur le territoire.
Donc sur le tri, des emballages et des papiers, là, je vous ai mis je vais vous le raconter, rapidement, parce que c'est un peu technique, comment ça se passe dans un centre de tri. Donc vous avez fait le tri de vos emballages et de vos papiers, vous les avez mis dans le contenant qui a été collecté par un camion de collecte. Il arrive sur un centre de tri et là, l'ensemble de vos déchets recyclables, va suivre un circuit, qui va permettre en fait de séparer alors, par forme, par taille, par poids, les différents, objets, les différents, déchets. On va pouvoir extraire, les métaux, d'un côté avec un certain nombre de dispositifs. On va distinguer, l'acier, de l'aluminium. On va avoir aussi un ensemble de tri optiques. Donc ça, ce sont sur les nouveaux centres de tri, qui sont modernisés. On va avoir en fait, c'est des cellules de détection, qui, identifient, la matière, et ils vont pouvoir, extraire, les plastiques et les différents plastiques parce qu'il y a de nombreux plastiques, différents. C'est ça aussi qui rend le tri des emballages, compliqué. Et enfin, on a soit une finition, manuelle, donc on a des trieurs en fait, qui sur les tapis, extraient les différents, déchets et les classent, soit vont venir contrôler en fait, le bon tri, effectué par les machines, précédemment. Et donc on va avoir un ensemble de flux qui vont être, séparés. Donc on va avoir, les cartons, on va avoir, les papiers, on va avoir, toutes les sortes de résines, plastiques, différentes. On va avoir l'acier, et l'aluminium qui vont être, séparés. Alors, justement, donc sur, ces emballages, donc là, juste pour vous indiquer qu'en termes de produits qui sont mis sur le marché et qui vont devenir déchets, principalement sur les emballages, il s'agit de verre. Ensuite, on a le plastique, ensuite le papier carton et après, l'acier. Et en termes de recyclage, en fait, on s'aperçoit que, le verre est majoritairement, recyclé, qu'on a une bonne part de recyclage également sur tout ce qui est acier, papier, carton et une part plus faible sur, la partie, plastique. Donc globalement, avec le plastique, donc on est à 26 de taux de recyclage. Alors, ce 26, il s'explique. Donc sur ces 26, on a 56 qui sont des bouteilles et des flacons. En fait, c'est la consigne historique. Quand le tri des emballages a été mis en place à partir de 1992, il a été décidé qu'en fait, ce tri ne porterait que, sur, les bouteilles et les flacons, donc globalement sur, la partie, en PET, donc polyéthylène terephthalate, excusez-moi. Hem, voilà, c'était un choix historique parce que la matière était facilement, recyclable. Mais il y a une partie d'autres, emballages pour 4 aujourd'hui qui étaient faiblement, recyclés. Mais la situation, est en train, d'évoluer. Alors pourquoi, ce choix-là? Donc, là sur les consignes de tri jusqu'à présent, donc, sur tous les emballages, c'était les bouteilles et les flacons en plastique. Tout ce qui était, emballage en briques et en carton et tout ce qui était, emballage, en métal. Alors, pourquoi les bouteilles et les flacons en plastique? Là, c'est juste un panorama, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pour vous expliquer en fait la grande variété de résines plastiques qu'il existe et donc derrière les complexités potentiellement de recyclage que ça peut entraîner. Et toutes ces résines plastiques n'ont pas aujourd'hui en fait d'exutoire de recyclage pour des raisons techniques ou économiques. On n'est pas en mesure de pouvoir organiser une filière de recyclage qui va bien. Mais les choses sont en train de s'améliorer parce que la réglementation a fixé une obligation, c'est le passage à ce qu'on appelle l'extension des consignes de tri, donc qui sera terminée pour l'ensemble de la population à peu près à l'horizon 2023 et qui intègre de nouvelles consignes. Notamment, c'est le cas à Paris depuis 2018, je crois.
ou 2019, je sais plus, où on intègre en fait, tout ce qui est, film plastique, tout ce qui est pot, barquettes. Donc avant, par exemple, vous pouviez pas mettre, sur le territoire, parisien, les pots en yaourt. Aujourd'hui, vous pouvez le mettre. Vous pouvez mettre les boîtes à œufs, vous pouvez mettre toutes les barquettes, traiteurs, par exemple, quand vous achetez des carottes râpées, dans les barquettes en plastique. Avant, vous ne pouviez pas les mettre dans le bac de tri. Aujourd'hui, vous pouvez les mettre. Donc en gros, aujourd'hui, on a grandement étendu, le périmètre des emballages qui sont acceptables. Et donc derrière, il y a, toutes, les filières, qui sont, en train de s'organiser. Alors, aujourd'hui, sur la consigne, on dit que, tous les papiers et tous les emballages se trient. Hem, il y a à peu près 50 des emballages qui vont effectivement aller dans une filière de recyclage. Des emballages en plastique, je parle. Il y a 25 sur lesquels il y a des filières qui sont en cours de construction, notamment pour tout ce qui est, polystyrène. Alors le polystyrène, c'est par exemple, la composition des pots de yaourt. Vous avez aujourd'hui des pots de yaourt, qui sont, quand vous les achetez par pack de 6, qui sont attachés les uns aux autres, qui sont sécables et donc la composition de ces pots de yaourt, c'est du polystyrène. Et donc là, il y a des réflexions qui sont en cours pour ce polystyrène, pour le polystyrène expansé. Par contre, il y a encore 25 des déchets plastiques qui ne trouvent pas d'exutoire et qui sont aujourd'hui valorisés énergétiquement. C'est-à-dire qu'ils sont envoyés soit en incinération, soit dans des installations de combustion autre en fait, et qui valorisent énergétiquement la chaleur dégagée par les déchets. Donc par exemple, vous allez avoir, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais toutes les bouteilles de PET opaques, en gros, c'était les nouvelles bouteilles de lait. Et donc, en fait, ces bouteilles, elles sont très pratiques parce qu'en fait, elles garantissent une bonne sécurité du produit du lait en fait. Il n'y a plus l'opercule qui permettait de garantir son étanchéité. Par contre, pour ce faire, en fait, il y a du noir de carbone qui est mis dans ce plastique et ce noir de carbone empêche sa détection dans les centres de tri. Mais je crois qu'il y a un programme de recherche qui a permis d'identifier une nouvelle voie de recyclage. Voilà, en tout cas, il y a tout un programme de R&D qui est associé à tout ça pour améliorer, les choses. Et maintenant, on peut parler peut-être des bénéfices, en fait, de ce tri des emballages. Donc là, je vous ai mis, quelques, indicateurs environnementaux. Donc, par exemple, pour, 1 tonne, de PET, donc, globalement les bouteilles d'eau, les bouteilles de soda, donc c'est à peu près 29 000 emballages de bouteilles. Donc il y a voilà, je vous ai mis les chiffres si ça vous intéresse. Citeo a un site spécifique qui permet de les calculer, qui s'appelle le citeo.com. Mais globalement, en fait, ce PET, une fois qu'il est récupéré et que la matière secondaire est créée, en fait, il va permettre la création de nouvelles bouteilles en plastique, mais également de fibres de polyester, en fait, qui vont être utilisées dans le textile. On a également, donc je vous ai mis les exemples pour le PE souple qui va permettre de refabriquer des films en PE. On a également tout ce qui est papier et carton, donc où là c'est très simple. En fait, le papier et le carton redeviendront du papier et de carton. Alors globalement, le carton reste carton. Le papier, lui, peut redevenir papier ou servir à fabriquer du carton. Là aussi. Et enfin, on a tout ce qui est acier, où là, on va refabriquer en fait des boîtes de conserve, des produits électroménagers, ce genre de choses. Donc, tout ça pour vous dire que sur les emballages, donc on a des taux de recyclage aujourd'hui qui sont de l'ordre de 70. Il y a effectivement une amélioration à apporter sur la gestion des emballages en plastique et notamment pour les 25 qui n'ont pas de filière de recyclage aujourd'hui.
Mais pour ce faire, pour qu'il y ait des filières de recyclage, il faut que le tri soit effectué en amont. Il faut qu'il y ait du volume. Il faut qu'il y ait des programmes de recherche et de développement, ce qui est fait pour identifier les prochaines voies. Il y a des réflexions aujourd'hui qui sont en cours sur du recyclage chimique où on vient dépolymériser pardon, la résine plastique pour recréer du plastique derrière. Voilà, donc il y a pas mal de voies qui sont étudiées et certaines qui sont déjà extrêmement avancées. Ensuite, rapidement, ce que je vois l'heure qui tourne, donc la responsabilité élargie du producteur, donc c'est les éco-organismes dont je vous parlais tout à l'heure. Globalement, en fait, un éco-organisme, c'est une société privée mais à but non lucratif qui a été agréée par l'État sur la base d'un cahier des charges pour mettre en place des filières de collecte, de tri et de recyclage sur un certain nombre de déchets. Donc le premier qui a été créé, c'est Éco-emballage, qui est devenu aujourd'hui Citeo en 1992-1993. On a également des éco-organismes sur les piles et les accumulateurs portables, sur tout ce qui est véhicules hors usage, sur les équipements électriques et électroniques, les pneumatiques, les papiers graphiques avec anciennement Ecofolio qui a rejoint Éco-emballage pour devenir Citeo. On a EcoTLC, on a la gestion des cartouches d'impression professionnelle et ménager. On a les déchets sur les médicaments, les bouteilles de gaz, les déchets d'ameublement. Voilà, donc en France, on a énormément d'éco-organismes. C'est un dispositif qui avait été proposé initialement par l'OCDE dans les années 90 et qui a été largement éprouvé en France. Et qui gère en fait à peu près 8,3 millions de tonnes et c'est environ c'est plus d'1 milliard en fait d'euros. Donc globalement, l'objectif d'un éco-organisme, c'est d'aller voir les producteurs en fait de produits de biens de consommation qui doivent verser une participation financière. C'est le principe du pollueur-payeur. En fait, le producteur d'un produit qui deviendra déchet doit participer à sa collecte, son tri, son traitement financièrement. Et ensuite, donc, vous allez avoir différents types d'éco-organismes. Il y a des éco-organismes comme Citeo qui sont des éco-organismes dits financiers qui vont reverser aux collectivités locales en fonction de leur performance de recyclage, qui vont participer à un ensemble de programmes de R&D, de communication. On a des éco-organismes dits organisationnels et ou opérationnels, comme par exemple Écomobilier pour les déchets d'ameublement, où là, en fait, ils vont mettre à disposition des bennes dans les déchetteries ou organiser des collectes en pied d'immeuble, ce genre de choses. Et derrière, ils vont avoir un ensemble de prestataires pour organiser le tri et le recyclage. Donc, c'est des filières importantes dans la gestion des déchets en France. En termes, je vais avancer, en termes de coûts, alors je ne sais pas si vous savez combien vous payez pour le traitement de vos déchets. Alors la petite information pour les propriétaires, c'est que c'est dans la taxe d'habitation, la taxe foncière, pardon. Et pour les locataires, c'est généralement répercuté sur les charges locatives qui sont dues aux propriétaires. Et donc, globalement, le coût de la gestion des déchets en France, c'est à peu près 93 € à l'habitat, tout déchet confondu, avec une part prépondérante sur la gestion de la poubelle grise et de la poubelle verte. Je vais avancer un petit peu. Donc là, je vais sur la réglementation européenne, donc il y a un pacte économie circulaire qui a été publié en début d'année. L'année dernière, il y a eu une directive sur l'interdiction des déchets plastiques à usage, des produits plastiques à usage unique, comme les cotons-tiges, par exemple, les couverts, les assiettes en plastique, ce genre de choses. Il y a des ambitions qui sont assez fortes et qui sont fixées avec des taux de recyclage importants et notamment un taux de collecte des bouteilles en plastique à 90% en 2029. Et il y a également, à partir du 1er janvier de l'année prochaine, une taxe sur les déchets d'emballage en plastique non recyclés qui permettra en fait de compenser partiellement le plan de relance.
Au niveau français, ben, on a également en fait une grosse part, qui a été allouée à l'économie circulaire dans le plan de relance avec près de 500 millions d'euros. Donc c'est ce qui va permettre en fait, de faire avancer les choses et également l'application de la loi AGEC. Donc là, je vous ai mis en fait des impacts, pour les collectivités locales, mais globalement, peut-être que ce qui va plus vous intéresser en fait, c'est que ça réaffirme, l'interdiction des produits à usage unique comme les gobelets, les verres, les assiettes, les pailles, les couverts, ce que je vous disais tout à l'heure. On vise aussi 100 de plastique recyclé, d'emballage en plastique recyclé en 2025. Il y a une interdiction en 2022 des films qui entourent les légumes dans les supermarchés, par exemple. Ça va booster, également l'utilisation de contenants, de réemploi. Hem et de réutilisation. Il va y avoir l'apparition d'un indice de réparabilité, puis de durabilité des produits, ce qui va permettre en fait aux consommateurs, qui achètent, des produits, de savoir pendant combien de temps, comment ils pourront, faire réparer, leurs équipements et de combien de temps, ces équipements doivent persister. On voit déjà en fait, quand on achète par exemple, un appareil électroménager, la durée de disponibilité des pièces de rechange, ce genre de choses en fait, qui viennent, participer en fait à la réutilisation, au réemploi des objets avant qu'ils ne deviennent déchets. Heu donc, on est en plein dans ce qu'on appelle l'économie circulaire. Donc, l'économie circulaire, c'est pas uniquement le recyclage, mais c'est vraiment de penser de façon systémique la production d'un produit. De par, en réfléchissant sur la partie production, donc avec des principes d'éco-conception à appliquer pour limiter la consommation de matières premières non renouvelables, pour faire en sorte que ce produit soit peut-être moins lourd, soit plus durable, soit de meilleure qualité, ou soit tout simplement recyclable facilement. On a tous les sujets autour de l'écologie industrielle et territoriale, en fait, qui permet de créer un maillage, une synergie, en fait, entre les entreprises, entre les déchets, les flux et leurs différents besoins pour essayer de mutualiser les choses et de limiter, la production de déchets. On a tout ce qui est économie de la fonctionnalité, donc globalement, c'est payé à l'usage. Donc par exemple, un des premiers à le faire, ça avait été, Xerox, qui ne vendait plus des photocopieurs, mais qui vendait de la page imprimée. Par exemple. Ça va être derrière aussi, un ensemble d'actions sur l'acte d'achat, donc avec, une consommation, raisonnée. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit? Est-ce que je peux pas trouver, le même, sur, le marché, mais de seconde main? Ce genre de choses. C'est également, aussi, l'exemplarité de la fonction publique, qui peut aussi, se fournir à partir de matériaux qui sont recyclés. Une chose toute bête, par exemple, faire de la commande de ramettes, à partir de papier recyclé et pas de papier vierge, par exemple, mais c'est juste un exemple, parmi d'autres. C'est d'allonger la durée d'usage, en fait, des produits et éviter que ça devienne des produits à usage unique et in fine, il y a toute la partie donc sur la gestion des déchets que je viens de vous exposer. Et donc globalement, comment, chacun peut participer? Donc c'est ce que je vous disais en conduisant des actions de sobriété, dans la consommation, s'interroger sur, l'utilité, ou pas de tel et tel, objet. Est-ce que j'ai vraiment besoin du dernier iPhone alors que le mien fonctionne très bien? C'est juste un exemple. Va y avoir sur les territoires également le déploiement de la collecte des biodéchets, au plus tard à la fin 2023. Donc ça signifie que, toutes vos épluchures, vos restes alimentaires en fait, donc les épluchures de cuisine, tous, les restes de salade, ce genre de choses, vont être collectés séparément et être traités, dans des installations de compostage ou de méthanisation pour produire du compost ou du biogaz. C'est de faciliter en fait, l'accès à l'offre de la réparation ou du marché, de la seconde main. Va y avoir des tests également pour le déploiement de la consigne, hein. Donc c'est en gros vous achetez, comme avant
donc les bouteilles de lait en verre et vous allez ramener, la bouteille, de lait puisqu'en fait elle est consignée avec un certain, montant, mais ça pourra se faire sur, d'autres types, d'emballages que la bouteille en verre. Il y a des actions d'harmonisation en fait, des consignes de tri, donc comme, je vous le disais sur l'extension, avec une simplification puisque tous les emballages vont être, acceptés. Il y a des simplifications aussi sur les schémas, sur les couleurs de bac. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous partez en vacances, sur votre lieu de villégiature, vous pouvez très bien constater que les couleurs de bac sont pas du tout les mêmes que chez vous au quotidien, ce qui peut être un peu perturbant et ne pas vous engager à trier. Donc, il y a ces actions-là qui sont en cours. Il y a ce qu'on appelle aussi le développement de la collecte, hors foyer. Donc, là, globalement, bah, c'est la consommation nomade. C'est, si vous allez acheter, de la vente à emporter, que vous le mangez dans la rue, bah, ça va finir dans les corbeilles de rue. Donc c'est comment on peut mettre en place, le tri également dans la rue et que ce soit performant parce qu'aujourd'hui les essais ne sont pas forcément très, concluants parce qu'on est dans, voilà, on est dans l'action, on est en train de marcher, et on fait pas forcément, attention aux consignes de tri. Il y a aussi le déploiement de ce qu'on appelle la tarification, incitative. Donc là, globalement, c'est, de payer en fait, votre gestion des déchets à ce que vous produisez, pour, votre poubelle verte ou votre poubelle grise. Donc ça peut être au nombre de fois où on vient vous collecter, ça peut être au tonnage, au volume. Il y a différents, modalités qui sont prévues et cette, taxe soit peut être perçue directement par l'État ou gérée par les collectivités locales s'il s'agit de redevances. Il y a le développement des déchetteries pour avoir un bon maillage, des recycleries, des collectes événementielles en pied d'immeuble, pour toutes les zones, urbaines. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment un déficit de tri, dans les zones, urbaines, donc il y a vraiment des programmes d'action qui sont en cours sur ces territoires. On réfléchit aussi au mobilier urbain, comment le rendre, donc le mobilier urbain, bah, la poubelle, comment la rendre plus attractive? Est-ce qu'elle peut rendre d'autres services, ou pas? Et puis, bah, surtout, c'est de la communication, c'est de la sensibilisation, c'est expliquer à toutes les générations l'intérêt du tri, à quoi ça sert, pour faire en sorte, que les gens adhèrent et qu'il y ait de plus en plus de trieurs. Aujourd'hui, des trieurs permanents, on estime qu'il y en a à peu près 1 sur 2 sur la population française, même s'il y a près de 90 de la population qui dit, trier. Voilà, il y a encore, beaucoup de choses à faire et ce qui fait que vous, en tant que citoyen, bah, le premier geste que vous pouvez faire, donc c'est réfléchir sur votre consommation, mais c'est également, pratiquer le geste de tri, en fait. J'espère avoir réussi à vous démontrer qu'il y avait, une utilité, un intérêt, au recyclage, qu'il y avait, toute une organisation, une technologie, et un financement qui était organisé autour de tout ça et que ça avait donc, une grande utilité. Je vous remercie. Si vous avez des questions, Merci Marion. j'espère que j'ai pas été trop, longue et trop dense dans les chiffres. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses et je te remercie parce que du coup, ça ouvre plein de portes, ça ouvre, en tout cas, ça allume plein d'ampoules, en tout cas dans mon cerveau. Écoutez, maintenant, on a déroulé la présentation, donc c'est le moment des questions-réponses. Vous pouvez remettre vos caméras si vous avez envie. Et, et donc, bon, on est un petit peu poil à gratter chez Aux Actes Citoyens. On aime bien titiller les sujets, notamment aller là où on n'a pas trop envie d'aller. Et donc, je peux lancer le bal. J'avais très envie, donc déjà de vous partager à toutes et à tous ce soir un livre que je viens de lire. C'est Flore Berlingen qui l'a écrit, qui l'a sorti là, à la rentrée de septembre 2020. Flore Berlingen, c'est l'ancienne directrice générale de l'association Zero Waste France. Donc, elle connaît un petit peu la question du déchet. Évidemment, vous savez que, ou vous ne savez pas, mais en tout cas, il y a le mouvement du zero waste, c'est vraiment comme tu nous l'as présenté, Marion, de travailler dans la hiérarchie des déchets sur le niveau 1 de prévention. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et donc, dans cet ouvrage, elle chahute un peu l'industrie du recyclage pour plein de raisons. Et donc, j'avais envie de te partager quelques-unes de mes interrogations.
Alors, on voit fleurir sur pas mal de packaging la question du 100% recyclé. C'est une bouteille en matériaux 100% recyclés. Euh, Moi, j'avais une question pour toi, c'est est-ce que c'est possible de produire aujourd'hui une nouvelle bouteille, quelle que soit la résine de plastique dans laquelle elle est reconfigurée, à partir uniquement de 100% de matériaux recyclés? Ça, c'est une première question pour toi. Et la deuxième question que j'avais pour toi, c'est que quelque part, l'industrie du recyclage, en tout cas le reproche que Flore Berlingen adresse, c'est que c'est une industrie qui fonctionne également sur les mêmes mécaniques que toute logique économique, et comme fonctionne l'industrie des déchets, qui va fonctionner, comme tu le disais, pour lancer une filière de recyclage, il faut des investissements, il faut une garantie sur des volumes, parce que les volumes amont sont effectivement, enfin, les flux entrants permettent l'activité de recyclage. Est-ce qu'on n'est pas en train d'inventer des solutions en fait sans adresser le problème amont, qui est réellement comment on réduit la quantité de déchets et qui nous mène quand même, enfin, qui occulte le fait que on doit gérer aujourd'hui une raréfaction des matières premières. Tu disais, hein, les quantités d'extraction sont hallucinantes. Donc voilà, c'est en quoi le recyclage, peut-on tout recycler, enfin, un nouveau produit peut-il être fait de matériaux recyclés à 100%? Et l'industrie du recyclage ne cache-t-elle pas un peu le vrai problème de la raréfaction de la ressource à l'origine? C'était mes deux questions d'entrée pour toi. Alors, sur, la production de produits à partir de 100% recyclés, est-ce que c'est possible, ou non? Je pen Oui, c'est possible. Après, il est, aussi envisageable sur certains types de produits d'avoir une compensation avec un peu de matière vierge. Cependant, je pense que la question, majoritaire, aujourd'hui, elle est pas de savoir si c'est 100% à base de matières recyclées, mais c'est qu'on dynamise en fait le fait d'utiliser ces matières recyclées dans la fabrication des produits. Sur les 700 millions de tonnes euh, de produits, en fait, de matières utilisées pour la production de biens de consommation, aujourd'hui, on est à plus de 80% sur de la matière non renouvelable. Alors qu'on a la possibilité, à travers le recyclage, de pouvoir utiliser une matière secondaire qui est disponible, qui peut avoir les mêmes propriétés que la matière vierge. Donc la question, là aussi, elle est économique. En fait, aujourd'hui, on a des cours qui peuvent être fluctuants sur les résines plastiques, là, avec le cours du pétrole, hein, tout simplement. Et parfois, il est plus intéressant économiquement, même souvent, d'utiliser de la résine dite vierge plutôt que de la résine recyclée. Donc, c'est comment on crée des mécanismes incitatifs sur le territoire pour permettre d'augmenter les taux d'incorporation de ces matières recyclées dans la production de biens de consommation. Et donc, le rôle de l'État est prépondérant en termes d'exemplarité, des collectivités locales également. Et ça, la loi AGEC qui a été passée au mois de février va obliger en fait ces acteurs publics à avoir des cahiers des charges plus responsables et donc des contraintes techniques sur l'utilisation de matières recyclées. Donc, ce qui est plutôt un bon signe, un bon signal pour engager en fait l'augmentation de l'incorporation de recyclés dans les produits. Ensuite, sur ta deuxième question par rapport à la logique économique de l'industrie du recyclage, moi je pense que l'industrie du recyclage, elle est aujourd'hui présente parce qu'il y a un besoin. On produit un certain nombre, on produit effectivement des tonnages conséquents de déchets sur le territoire. Et aujourd'hui, une des solutions, je ne dis pas que c'est la seule, mais une des solutions, c'est de recycler. Derrière, les industries du recyclage, en fait, elles répondent à une demande, à un besoin. Ces déchets, ils sont produits, il faut les traiter, il faut essayer, là ça reboucle aussi avec ta première question, essayer de faire en sorte que la matière soit de nouveau disponible pour produire des biens de consommation. Donc là-dessus, je pense qu'en fait, c'est une question de responsabilité partagée.
C'est effectivement du côté des producteurs de biens de consommation, c'est également du côté des consommateurs, puisqu'on a vu qu'on avait un pouvoir d'achat et ce pouvoir d'achat, on peut aussi l'utiliser pour, améliorer les pratiques. Et donc, il faut voir le recyclage comme une des pierres à l'édifice. Ça n'empêche pas derrière de, pratiquer en fait le réemploi, la réutilisation, de faire réparer ces objets, d'essayer d'allonger leur durée de vie et donc je crois que là, c'est des actions qui doivent être collectives. Il ne faut pas opposer, les uns, aux autres. Je rajouterais également par rapport à la logique économique que le monde du recyclage emploie à peu près 30 000 personnes en France. Donc c'est un secteur assez, intéressant, d'emploi. Ce sont des emplois qui sont, non délocalisables. Il y a une partie de ces emplois qui sont dits à faible qualification, donc qui permettent, à des gens en fait, soit d'être réinsérés dans la vie professionnelle, soit d'avoir un job en fait, en étant, trieur par exemple, dans un centre de tri, ce genre de métier en fait. Donc ça a aussi son intérêt. Et la question du recyclage, elle est aussi gérée par, les collectivités, territoriales, donc la partie, publique. Je ne souhaiterais pas qu'on oppose le monde privé avec le monde, public. Ok. Alors, il y a des questions qui arrivent dans le chat. Est-ce que tu saurais nous partager de nouveaux chiffres sur quelle consommation d'énergie ou d'émissions carbone pour l'industrie du recyclage? Et ça rebouclait un peu avec une question, je crois que c'est André qui nous la posait, quelque part, quelle était la part d'électricité ou d'énergie dite renouvelable dans l'alimentation de l'industrie du recyclage? Est-ce que j'ai bien compris la question, André? Peut-être pas, c'est bon, ça va. Donc c'était ça. Donc en gros, Oui. OK. forcément, ça a un coût environnemental, effectivement. Et est-ce qu'on sait dire, ça c'est vrai que ça faisait aussi partie moi, de mes questions, qu'est-ce que ça nécessite comme énergie, parce que ce sont ces procédés qui sont consommateurs d'énergie, bien sûr. Et même globalement, moi j'élargirais la question d'Elvire, dans la mesure où aujourd'hui, tu le disais, hein, peu de filières existent. Souvent, il y a une massification des filières. En tout cas, on va trouver une filière sur le territoire. Et donc, du coup, il va falloir transporter. Quand la filière existe sur le territoire, il faut transporter aussi les déchets de point de collecte jusqu'au centre de recyclage ou de transformation de la matière. Donc, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu as une idée de combien ça coûte d'un point de vue environnemental, cette activité du recyclage, et à quel point elle coûte moins cher en émissions de CO2 que l'industrie originelle de production des emballages, par exemple? Est-ce qu'on a une idée de ça? Alors Est-ce qu'on sait comparer? je voudrais juste préciser, un point, par rapport à ce que tu disais, qu'il y a peu de points de recyclage, en France. Non, il y en a beaucoup, en fait. On a vu qu'il y a près de 400 centres, de tri répartis, sur le territoire. Il y a 600 installations de compostage. Ensuite, il y a des usines, spécialisées. Le tri des emballages, il se fait principalement, en France, hein. Donc, au regard de notre consommation, mondialisée, on est plutôt sur quelque chose d'assez national en termes de gestion et de traitement. Donc ça, c'est assez intéressant et ça limite les transports associés. Globalement, donc on a une majorité, ce que je vous disais, d'emballages qui sont traités sur le territoire. Je crois qu'on a 14% des emballages qui sont traités soit en Allemagne, soit en Espagne, et on a 1% qui part hors Europe. Donc on est sur des répartitions assez faibles et donc des coûts de transport qui sont des coûts de transport environnementaux qui sont là aussi faibles. Après, sur les impacts, les bénéfices environnementaux, ce que j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure avec nos slides sur les bénéfices, c'est que ça va dépendre en fait de la nature du déchet, de sa composition. Donc, on n'aura pas toujours les mêmes bénéfices. Et je dois avouer que là, je n'ai pas le chiffre en tête sur le rapport entre l'énergie consommée par le recyclage versus l'énergie consommée par la production de biens de consommation, de produits de biens de consommation.
Alors, j'ai une autre question. Tu nous as partagé pas mal de solutions, dans tes dernières slides sur effectivement tout ce qui était en train d'être déployé dans l'arsenal réglementaire et puis qui va nous impacter. Quand on regardait ta slide sur la typologie de résines de plastique qui quand même enfin, il y en a un nombre, très Une conséquent, grande complexité, oui. on imagine qu'effectivement on peut se dire: «On a créé autant de résines de plastique, c'est un fait, créons autant de filières qu'il existe de résines de plastique». Ou bien on pourrait peut-être, et peut-être que les éco-organismes ont un rôle à jouer là-dedans, je ne sais pas, c'est ma question. Comment est-ce que, la question de la standardisation des packaging pour, les producteurs en amont, est-ce qu'elle est sur la table, et où est-ce qu'on en est de ça? Parce qu'aujourd'hui, les emballages sont quand même avant tout une arme de marketing massive, et donc c'est vrai qu'on peut se poser la question de: est-ce que c'est à l'industrie du recyclage de se développer pour répondre à la spécificité des packaging, ou est-ce qu'en amont, il n'y aurait pas aussi un travail à faire de standardisation des packaging pour faciliter la collecte, le tri et derrière le recyclage, hein, pour qu'il y ait moins d'étapes aussi pour séparer la matière? Ça, c'est quelque chose, toi, que tu vois dans les discussions ou pas du tout? Oui, effectivement, il y a des, travaux qui sont conduits d'éco-conception par les éco-organismes qui accompagnent, les metteurs sur le marché, donc ceux qui produisent, qui mettent sur le marché les produits qui deviendront, déchets, avec, des comités, techniques, qui sont mis en place. Il y a des circuits, en fait, d'identification, de la recyclabilité, des déchets, ou pas qui seront, produits. Il y a des groupes de réflexion, pour, améliorer les choses. Il y a des, actions qui sont conduites, pour, notamment avoir, des emballages qui soient, par exemple, monomatériaux. C'est-à-dire on a une seule résine où on n'a que du papier, que du carton, et ce qui facilitera, grandement ce recyclage, par la suite. Parce qu'aussi on peut avoir un patchwork, de matériaux, hein. Là, j'ai une bouteille d'eau à côté de moi, ça c'est du polyéthylène, et ça peut être du PEHD ou, du polypropylène. Donc voilà, ne serait-ce que ça. Et il y a l'étiquette, voilà, qui est un plastique souple. Donc, il y a effectivement des travaux qui sont, en cours. Dans le versement des éco-contributions, qui sont dues par, les metteurs sur, le marché, il y a des bonus ou des malus, qui sont, mis en place. Donc, c'est-à-dire des éco-contributions qui vont être plus ou moins fortes, en fonction de la nature de, l'emballage ou du papier graphique ou du déchet électronique, qui sont, mis en place, hein. Donc par exemple, sur les papiers graphiques, sur les papiers, en général, on va regarder si, le papier le bois est, issu de forêts gérées durablement ou pas, ou si c'est de la fibre recyclée. Sur les emballages, on va, regarder, justement hem, s'il y a eu, des efforts de réduction, en fait, de l'emballage, qui ont été, faits ou pas, si, la nature, de sa composition, donc si c'est facilement, recyclable ou pas, derrière. OK. Alors, on a 2 autres questions. Une question de Aïcha qui nous dit qu'effectivement la collecte des biodéchets a commencé depuis 2 ans dans certains arrondissements de la capitale, après une année d'expérimentation, et que dans sa copropriété, la volonté de le faire, ne manque pas, mais l'employé d'immeuble s'oppose à la livraison du bac marron. Le blocage dure depuis 1 an, et donc question, est-ce que tu as des tips, des trucs à nous partager sur comment on fait pour agir sur les récalcitrants, sur tous ces sujets-là? On sait aussi, hein, que dans encore nombre d'immeubles parisiens, il n'y a même pas le bac jaune au pied de l'immeuble comme tu le disais. Il y a Oui, alors, par manque de place ou tout ça. Donc en fait, comment on mmh. fait, nous, en tant que locataires ou propriétaires, simples résidents parisiens, pour, voilà, aller au-devant des obstacles et des contraintes, quelles qu'elles soient? Alors au niveau de la dotation en bac de tri, effectivement, il y a certains immeubles, par, de manque de place, comme tu le disais, ne sont pas, équipés, et donc c'est pour ça que, la ville de Paris a décidé de mettre en place, sur l'espace public, ce qu'on appelle des Trilib, qui sont des, dispositifs, des bords d'apport volontaires qui sont mis en place dans la rue et qui permettent, d'aller, trier, les emballages, et les papiers, de déposer, des cartons, sachant que dans la rue, on a déjà également des bornes d'apport volontaire pour le verre.
Donc Ok. c'est une action en fait qui est conduite pour permettre de pallier à l'absence de dotation de certains immeubles. Ensuite, par rapport aux récalcitrants, ce qui peut être envisagé, en fait, c'est demander à sa mairie, d'organiser des formations, en fait. Alors ça dépend quel type de gardien, parce qu'on a les gardiens auprès des bailleurs sociaux et donc là, les bailleurs sociaux, par exemple, ou les bailleurs d'immeubles en général, ont des actions, développement durable, donc les gardiens ont des formations sur le compostage, sur le tri. Ils sont accompagnés là-dessus. On peut même s'appuyer sur eux pour être la bonne parole, diffuser la bonne parole auprès des habitants des logements. Et donc là, pour les récalcitrants, moi, je demanderais peut-être à la mairie de Paris d'organiser des sessions de formation. De toutes les façons, à fin 2023, ce sera une obligation légale d'avoir une collecte séparée des biodéchets. Donc, cette personne devra s'y faire, mais plutôt que de l'obligation, en fait, visons la sensibilisation et derrière lui faire comprendre, en fait, à quoi ça sert. Il y a des maîtres composteurs dont c'est le métier d'aller pratiquer les formations, d'expliquer à tout un chacun comment ça se passe sur le compostage, qu'on peut mettre et pas y mettre. Et peut-être qu'après, ce monsieur ou cette dame auront à cœur de participer à tout ça. Super. Merci Marion. On a encore d'autres questions. Tu nous as parlé effectivement de la valorisation énergétique des déchets, et notamment du rôle des incinérateurs. Marie demande, est-ce que incinération égale pollution? Alors, au niveau des incinérateurs, il y a une réglementation extrêmement stricte en termes de température à atteindre, hein. C'est qu'on a une température de combustion qui doit dépasser les 850 degrés pendant un laps de temps défini réglementairement, ce qui va permettre en fait de pouvoir en fait éliminer la plupart des éléments polluants et d'atteindre des niveaux qui sont acceptables réglementairement. Associé à ça, il y a des dispositifs de contrôle et de surveillance, hein, de mesure en continu de la pollution qui est dégagée par ces incinérateurs-là. Il y a tout un ensemble de traitements de fumée qui permettent d'atteindre les seuils réglementaires et autorisés. Donc non, incinérateur ne signifie pas pollution non maîtrisée. Ça signifie que c'est un outil qui est contrôlé, et maîtrisé et qui a des impacts qui sont acceptables sur l'environnement. Il faut savoir que toute installation, à partir du moment où elle existe, a un impact sur l'environnement. L'idée, c'est de réduire son impact et de le rendre acceptable. Ok. Tu nous as dit qu'effectivement, il y avait 1% des déchets français qui partaient hors Europe pour être traités. On a pas mal entendu parler en 2017-2018 du rôle de la Chine dans le traitement de nos déchets mondiaux. La Chine comme presque la poubelle du monde depuis les années 80 et notamment son refus désormais d'être le collecteur, le centre de collecte mondial du plastique notamment, du papier, des cartons pour des questions de santé publique. Et donc Fanny nous demande si tu as des choses, des éléments d'information à nous partager sur les systèmes de recyclage dans des grands pays comme la Chine ou l'Inde, qui ont déjà leurs propres questions, leurs propres enjeux de salubrité publique on va dire nationaux, et qui en plus, dans le cas de la Chine, a dû gérer les déchets pour le reste du monde. Est-ce que tu as des infos là-dessus? Alors, faut savoir que le déchet peut avoir une valeur financière, hein. Donc, l'exportation des déchets pouvait aussi correspondre à un besoin localement, puisque la Chine est un pays fort producteur. Derrière, il a besoin de matières premières ou de matières secondaires pour produire les biens de consommation. Donc, aujourd'hui, ils ont changé leur politique. Ça signifie, en tout cas sur les territoires européens et français, qu'il y a aussi des actions de réindustrialisation et ça, c'est grandement à l'ordre du jour, notamment ces dernières semaines sur le territoire. Un plan de réindustrialisation en France pour pouvoir être indépendant sur cette question-là. Après, que dire sur la gestion en Chine et je dois avouer que sur le territoire indien, je connais mal et sur le territoire chinois, en fait, on fait Ouais, en face fait, à je pense des quand même que je vais augmentations partir de par
par deuil, hein, parce que On fait face à des augmentations de population extrêmement importantes avec une indépendance. Et derrière, ce qu'il faut comprendre autour de toute cette question-là, c'est la question du transfert transfrontalier des déchets. Il ne faut pas s'imaginer en fait qu'il n'y a pas de réglementation derrière et que ça se fait de façon complètement disparate et non gérée en fait, hein. Il y a une traçabilité qui est demandée, les douanes contrôlent ce qui se passe. Normalement, derrière, le déchet doit être effectivement traité, parce que quand je pense aux déchets chinois, je pense aussi à tout ce qu'il y avait eu autour des déchets en Malaisie ou en Indonésie, où voilà, on avait retrouvé des emballages français dans des dépôts sauvages. Et là, faut savoir que, à mon sens, c'est vraiment une part minime de la gestion des déchets, parce que il y a un grand professionnalisme, qu'il y a une traçabilité qui est imposée réglementairement, que chacun se doit de suivre, et ça, c'est assez important aussi, quoi. Ok. Il est bientôt l'heure de nous quitter. Comme nous sommes effectivement là, nous sommes des citoyens réunis. Marion, dernière question. Quels seraient tes 3 tips, tes 3 conseils pour nous citoyens? Qu'est-ce qu'on fait pour agir sur cette question des déchets? Alors, travaillant sur le recyclage, j'aurais tendance à vous dire: recyclez vos déchets. Donc Les ça, trier déjà d'abord? Savoir bien les trier? les trier, ouais, effectivement, les mettre dans la bonne poubelle, les emmener en déchetterie, les emmener dans les points de collecte dans les supermarchés ou dans les galeries commerciales, pour les piles, les lampes, les déchets électroniques, par exemple. J'interpellerai en fait aussi les commissions de quartier, parce que par exemple sur les villes de Paris, les villes comme Paris ou Lyon, Marseille, il y a des commissions de quartier qui existent. Donc je demanderai en fait à ce que la question de la gestion des déchets soit abordée, soit plus visible, notamment sur nos grandes agglomérations où on peut parfois constater des états de délabrement dans les rues, avec de nombreux dépôts sauvages. Donc, je demanderais à ce qu'il y ait des actions coup de poing de sensibilisation ou de ramassage des déchets par la population, peut-être qui soient effectués pour donner l'exemple. Et puis je me questionnerai sur mes modes de consommation et comment je peux réduire les choses. Je pense que le zéro waste, comme le 100 recyclage, n'est pas forcément toujours réaliste, mais au moins essayer d'y participer, c'est une bonne chose. Parce que je pense qu'on a tous notre part à jouer en fait dans la protection de notre environnement. C'est pas une lubie sortie de nulle part. C'est pas une notion complètement irréaliste. Ça, c'est prégnant. C'est éviter de la consommation de matières vierges sur des ressources qui sont déjà parfois tendues. Et donc, c'est participer à tout ça. Voilà. Et Marion, merci beaucoup. Avant de nous quitter, je voulais juste vous repartager, vous dire que on vous propose, on vous souhaite d'abord de belles fêtes de fin d'année à toutes et à tous. Et on en profite pour d'ores et déjà vous dire de réserver votre soirée du 7 janvier. Ce sera un jeudi à 20h30 et nous travaillerons toujours sur cette question de la lutte contre l'artificialisation des sols qui nous intéresse énormément en accueillant Corinne Vezzoni, qui est une architecte engagée, où nous travaillerons encore sur la relation entre écologie, économie esthétique dans la construction du bâtiment et notamment de la ville de demain. Je vous remercie infiniment d'avoir été si nombreux ce soir. J'espère que ça aura répondu à une partie de vos questionnements et nous diffuserons le replay d'ici la fin de semaine sur nos différents réseaux, LinkedIn en particulier, et bientôt notre chaîne YouTube. Nous sommes une jeune association, mais non dénuée d'ambition.
Voilà, Marion, je te remercie encore une fois très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. C'était très dense. Peut-être une demande qui nous est venue plusieurs fois par le chat. Est-ce que tu seras prête à nous partager ton support qui est extrêmement dense et fouillé et la liberté t'en revient. Donc voilà, visiblement, ça a beaucoup interpellé et beaucoup intéressé. Donc, on aimerait récupérer la matière. Je te laisse dire comment tu te sens par rapport à ça. OK, bah, oui, bah, pas de souci pour partager les éléments sur ce cercle restreint, de de cette conversation citoyenne, pas de souci. Merci beaucoup. Passez de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et prenons soin de notre environnement. Bonsoir. Merci à vous, au revoir.